Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Campagne TV en direct du Salon international de l'agriculture. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner un chiffre, 20 millions. 20 millions, eh bien, c'est le nombre de jardiniers amateurs en France. Jardiniers autour de sa maison, sur son balcon, même sur le rebord de sa fenêtre. Et si on jardine aujourd'hui, c'est pour être en phase avec la nature, en phase avec l'environnement, pour parfois mieux choisir aussi ce que l'on va mettre sur sa table au moment du déjeuner ou du dîner. Mais il n'y a pas que cela, les jardins reviennent également au centre des villes. Intérêt environnemental, bien évidemment, intérêt touristique et parfois même intérêt économique. Alors, comment expliquer ce retour des jardins? C'est ce que nous demanderons toute cette semaine aux élus qui viendront nous rejoindre sur ce plateau et avec qui nous partagerons leurs expériences, leurs projets, parfois aussi leurs déceptions. Et puis pour vous interroger, pour interroger les élus, il y aura également un spécialiste de la question, Alexandre Simler, qui va débriefer à la fin de ce rendez-vous. Et aujourd'hui, notre premier invité, c'est Bruno Charles. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-président de Lyon Métropole, en charge de la biodiversité et du développement durable. Alors, avant de parler de Lyon Métropole, je voudrais qu'on parle de vous, Bruno. Pour un élu de Lyon Métropole, ça représente quoi un jardin ? Ça représente du plaisir, ça représente des terres nourricières, ça représente un cadre de vie urbain, puisque Lyon est quand même une ville assez équilibrée avec des secteurs très denses et des secteurs plus, je dirais, périurbains, plus verts, avec des collines, avec aussi des plaines agricoles. Ça représente une capacité de vivre en ville sereinement. Et alors, pour vous, c'est quoi ? C'est le bien-être, c'est plutôt la culture pour avoir des tomates, du basilic ou de la ciboulette dans sa salade ? C'est tout ça. Je vais vous raconter une petite anecdote. On a une expérience qui s'appelle micro-implantation florale. C'est-à-dire que dans un quartier dense, la Guillotière, on creuse des trous de 20 cm de large sur 80 cm de long. On plante avec les habitants et en pied d'allée, quoi, dans un secteur très dense. Et on dit toujours que le jardinier, c'est pas celui qui plante, c'est celui qui entretient. Et après, on laisse les habitants entretenir leur petite implantation florale. Et les habitants nous disent, depuis qu'on entretient les fleurs devant chez nous, on vit mieux, tout simplement. Et on retrouve le goût de son enfance parfois, des goûts oubliés. Peut-être vous, moi je sais pas. Moi c'est d'aujourd'hui. Voilà. Et alors, si je vous demandais, alors on va oublier que vous êtes élu de Lyon Métropole, votre jardin préféré ? Je vous demande d'oublier que vous êtes, parce que vous allez me parler du parc de la Tête d'Or. Bien sûr, on aura l'occasion d'y revenir sur ce parc de la Tête d'Or, qui est quand même le grand poumon vert de Lyon. Mais vous, votre jardin personnel ? À la Croix-Rousse, il y a un jardin qu'on appelle le jardin Rosamire, qui est un petit jardin secret à l'intérieur, qui est un petit palais du facteur cheval lyonnais, où il y a effectivement, qui est un lieu merveilleux. Ou alors, pas très loin, il y a aussi un petit creux entre quelques bâtiments qui a été transformé en jardin et qui est au milieu d'un espace qui est un des plus denses d'Europe, est un espace où j'aime de temps en temps aller lire, tout simplement. Alors, en fait, à Lyon, depuis une dizaine d'années, les jardins sont revenus en force. C'est dû à quoi ? Plusieurs raisons. Des raisons, je dirais, sociologiques, où il y a chez les habitants un besoin d'un retour à la nature, aux plantes, de reconnexion avec la nature. Quand on est urbain, aujourd'hui, c'est là quand même pour la première fois où pratiquement dans certaines villes, on ne sort jamais, on vit en ville, dans des mégalopoles, on n'est plus connecté aux saisons, et il y a un très fort besoin des habitants de verre, de nature, de lien social aussi, puisqu'on développe depuis 10 ans beaucoup de jardins partagés, qui permettent à des habitants de se retrouver ensemble, de cultiver ensemble et aussi de se nourrir, puisque ça a un impact économique non négligeable. Et alors, vous vous êtes inscrit dans une logique de zéro phyto. C'est dû à quoi là aussi? C'est une prise de conscience? C'est clairement une prise de conscience qui était à la fois, je dirais, technique et politique, puisque c'est venu des deux côtés, des services qui ont souhaité, pour des raisons de santé, pour des raisons de protection de la nappe phréatique, pour des raisons aussi de travail et de qualité du travail, conduire un travail d'élimination des phytosanitaires dans l'entretien de tous les espaces verts urbains. C'est pas du greenwashing, parce qu'en ce moment c'est très à la mode d'être plus vert, plus propre, plus vertueux? Non, parce que c'est venu des jardiniers eux-mêmes. Les jardiniers, c'est venu aussi d'une prise de conscience en disant qu'on n'éradique pas les plantes à grands coups de désherbants,
et chaque plante a son rôle, qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, il y a parfois des herbes au mauvais endroit, et qu'on pouvait aussi mieux respecter, mieux entretenir en traitant autrement, soit à la main, soit parfois en laissant la plante, en plantant d'autres, en variant les massifs végétaux. Mais c'est plus de travail pour les jardiniers fatalement. Ça peut être plus de travail, ça dépend. Puis il y a aussi une tolérance. Il y a des années, on voulait que ça soit net et il fallait éradiquer tout ce qui était végétal. Aujourd'hui, bon, s'il y a une pousse d'herbe entre deux pavés, j'allais dire, on ne va pas forcément l'arracher. Et alors, pour les jardiniers qui étaient, vous le disiez, demandeurs de ce zéro phyto, il y a eu quoi? Il y a eu de la formation, parce que je suppose qu'un jardinier avec phyto et un jardinier sans phyto, c'est pas forcément le même bonhomme et le même métier. Ah ben, il est clair qu'il y a eu, entre des générations formées effectivement au phyto et une demande d'une nouvelle génération aussi d'autres techniques plus respectueuses de la santé et de l'environnement, toute une période de formation, de conception des espaces mêmes, de manière à savoir quelle plante on met à quel endroit, comment elle se développe, comment on l'accompagne avec d'autres massifs. Et petit à petit, effectivement, on est passé progressivement au zéro phyto dans la ville de Lyon dès 2008 à peu près. Quand on parlait tout à l'heure de plus de travail, vous avez quantifié un peu le surcroît de travail lié au zéro phyto? Alors, je ne vais pas vous répondre surcroît de travail parce que ça dépend des endroits, ça dépend des moments, mais je vais vous répondre économie. Grâce au zéro phyto, le service a fait des économies en réalité. Donc, de combien? On a à peu près 30 000 euros par an d'économies sur le budget du service. Et donc, c'est peut-être un peu plus de travail, c'est une organisation différente. C'est aussi une qualité de travail qui peut être meilleure, parce que bon, on n'est pas obligé de respirer non plus des vapeurs toxiques en jardinant. Et ce sont des économies réalisées par les collectivités. Et la finalité de tout ça, c'est quoi? C'est d'être plus vert et de pouvoir s'afficher comme plus vert? Ou c'est aussi, je le disais tout à l'heure, un peu de l'économie, voire du tourisme? Parce que des jardins, ça fait venir les touristes. La finalité, c'est aujourd'hui de vivre en ville et de vivre agréablement. On dit qu'il faut densifier les villes pour lutter contre le réchauffement climatique et limiter les déplacements. Et la gageure, si je vous dis, est-ce que vous avez envie de vivre dans une ville dense? Vous n'allez pas avoir envie. Alors comme on fait un peu de novlangue, on dit ville compacte. Ça fait moins peur. Mais en réalité, pour pouvoir demain vivre dans les villes, il faut plus de verre, il faut plus de végétalisation, il faut plus, pour deux raisons, des questions de qualité de vie, de côté agréable, et des questions de limitation de ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain, puisqu'on sait que si on veut en ville limiter le réchauffement climatique, il faut absolument beaucoup plus de végétal, des arbres, des toitures végétalisées, des jardins, des murs végétalisés. Donc l'avenir des villes passe aujourd'hui par le végétal. Alors justement, tiens, vous parliez des toitures végétalisées. On a vu qu'à Paris, il y avait maintenant un permis de végétaliser. Ça va se passer comment à Lyon? Vous allez suivre l'exemple d'Anne Hidalgo? À Lyon, nous sommes en train de refaire notre plan local d'urbanisme et on n'a pas choisi tout à fait les mêmes techniques. Notamment, ils ont un indice de biodiversité, nous on a un indice de pleine terre. On essaye dans chaque nouvelle construction qu'on ne bétonne pas tout, qu'on laisse de l'espace. Mais on encourage effectivement, on a par exemple aujourd'hui sur une toiture de Groupama, pour les citer puisqu'ils sont en lien avec le salon, la création d'un jardin potager qui à terme sera de 1500 m² pour produire sur une toiture d'immeuble et avec une vocation économique. Donc on va encourager petit à petit, pour des raisons d'isolation, pour des raisons de production agricole, mais des initiatives privées, parce que le public peut pas, nous on se l'applique à nous-mêmes, mais on encourage, on accompagne aussi les initiatives privées. Et ça se fait en liaison avec le monde agricole, parce que finalement les agriculteurs, la métropole de Lyon, elle en a dans sa périphérie. Ah ben, c'est assez peu connu, mais un tiers du territoire de la métropole de Lyon est en terrain agricole. Donc c'est très curieux parce que Lyon étant à la confluence des climats, historiquement, climat océanique, climat méditerranéen et climat alpin continental, nous avons sur un tout petit territoire absolument toutes les productions. Ça va du vignoble à l'élevage aux céréales dans l'Est. Donc on a 350 à peu près exploitations agricoles, mais on a une représentation d'à peu près tout. Donc effectivement, on travaille avec l'agriculteur, mais sur la ville c'est autre chose. Sur la ville c'est plutôt la ville dense avec les jardiniers, avec les habitants. Ça va pas être une production à vocation, c'est plutôt à vocation d'auto-alimentation. Vous savez, on a calculé que pour une famille modeste, un jardin partagé, ça peut représenter jusqu'à 1 000 euros d'équivalent d'achat de légumes par an. Et en plus, généralement, c'est légumes bio. Donc 1 000 euros par an pour une famille, c'est pas négligeable. Alexandre Simler, bonjour.
Bonjour. Alors vous êtes directeur général de SBM Life Science. Alors c'est vous qui, tout au long de cette semaine, nous aiderez à voir un petit peu plus clair sur les promesses du monde politique, des élus en matière de jardin. Tout d'abord, SBM Life Science, vous pouvez nous le présenter? Oui, alors écoutez, SBM Life Science est une société française qui est localisée à Lyon, familiale. Et on conçoit, on industrialise et on commercialise des produits de protection des plantes pour le marché professionnel, plus spécialement sur la protection du sol, et pour les amateurs. On est aujourd'hui numéro 2 mondial, présent en Europe et aux États-Unis. Alors, sur ce qui vient d'être dit, sur l'exemple de Lyon Métropole, votre sentiment? Parce que zéro phyto, quelque part, ça ne doit pas vous arranger, ça. Ah ben écoutez, en fait, ça m'arrange. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, on suit la métropole lyonnaise depuis maintenant un certain nombre d'années. Et on a suivi un chemin un peu similaire, puisqu'on a été les premiers à lancer une gamme 100% utilisable en agriculture biologique, donc avec des méthodes alternatives, et notamment que le parc de la Tête d'Or a mis en place avec des protections du sol, avec des produits de biocontrôle. Et donc on a mis à disposition des amateurs toutes ces solutions. Et ça nous permet aujourd'hui d'être un des acteurs majeurs sur ce marché-là. Alors, avec quel type de produit? Alors vous avez en fait des phéromones par exemple qui permettent en fait des indicateurs pour pouvoir signaler à l'utilisateur qu'il y a des insectes. Vous avez une protection du sol qui vient en fait limiter notamment les arrosages et éviter les désherbages. Donc il y a énormément de solutions diverses et variées. Le vrai sujet, c'est comment les appliquer et comment accompagner l'utilisateur dans l'utilisation de ces produits. Alors sur ce qui se passe très concrètement à Lyon Métropole, vous diriez quoi? Bon exemple, bien mais peut mieux faire? Très bon exemple, mais bien évidemment, il faut qu'on accompagne les utilisateurs. Je pense qu'en effet, on a des enjeux majeurs auxquels il faut qu'on réponde, que ce soit des enjeux climatiques, mais aussi de remettre la nature dans les villes et de recréer un lien avec la nature pour les gens qui habitent ces villes et qui souvent ont été éloignés de la campagne et de la nature. Et quand on dit zéro phyto, ce qui est l'exemple de Lyon, on pense zéro produit chimique, mais il peut y avoir des phytos naturels, entre guillemets. Je pense qu'en effet, il faut bien déterminer les deux. C'est-à-dire qu'un produit phytosanitaire, il y a le produit conventionnel et puis le produit de traitement des plantes qui va travailler sur des micro-organismes, des choses qui sont tout à fait sans aucun impact sur l'environnement et qui assurent la sécurité aussi de l'utilisateur. Et là, vous auriez quelques conseils, quelques recommandations pour la communauté Lyon Métropole? Alors je pense que c'est plutôt en fait un accompagnement commun qu'il faut qu'on ait. Le vrai challenge, il va être de former. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été faites. Il faut continuer à faire ces formations. Il faut aussi continuer à proposer des nouveaux produits. L'innovation est importante sur ce marché-là. Et il faut aussi rendre les choses les plus ludiques possibles. Très clairement, il ne faut pas que ça soit vu comme une contrainte. Le jardin est quelque chose de compliqué, surtout dans un environnement comme une ville. Et il va falloir vraiment créer du lien avec l'utilisateur de nos produits et les gens qui décideront d'avoir des jardins sur les toits, sur les balcons, etc., etc. D'un mot, les produits qui sont utilisés par exemple au parc de la Tête d'Or, on peut aussi les retrouver chez les jardiniers amateurs? Exactement, vous les retrouvez dans les jardineries. On forme aujourd'hui les vendeurs en jardinerie pour pouvoir accompagner et expliquer ces nouvelles méthodes de traitement et vous retrouvez exactement les mêmes types de produits. Eh bien, merci beaucoup. Merci Bruno Charles. Merci Alexandre Simler de nous avoir rejoints ici au Salon international de l'agriculture. Et puis, quant à moi, je n'aurais qu'un mot à vous dire. Vous savez qu'il pousse plus de choses dans un jardin qu'un jardinier n'en sèmera jamais dans toute sa vie. Méditez là-dessus et on se retrouve très bientôt. Au revoir.